Qui vous dit que je n'ai tué personne? Oh. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je vais vous dire, Dieudonné, j'ai prévenu la police qui attend en bas quand nous aurons fini l'émission. Vous avez un palmarès quand même judiciaire qui n'est pas négligeable. Qui est supérieur à celui de Pablo Escobar. Mon bracelet, je le porte aujourd'hui un petit peu comme mon bâton de maréchal, hein, d'humoriste, si vous voulez. De Maréchal Pétain. Sa promo, ça vous... Ouais, c'était aller dans une fosse à merde. Et moi, Netanyahou, ce qui me fait marrer, c'est un personnage extrêmement sulfureux. Alors tout le monde le déteste, évidemment. Je n'apprécie pas ce qu'il a fait, c'est certainement un tueur en série, mais je me suis radicalisé de manière un peu impromptue après les attentats du 11 septembre. Vous n'êtes pas encore toxinolâtre, vous n'êtes pas encore toxinophile, vous n'êtes pas encore toxi-addict, eh bien, abonnez-vous et aimez Toxin. Toxinophile, toxinolâtre, toxinologue, eh bien aujourd'hui, je reçois, qu'on peut dire, sulfureux, gibier de potence, quelqu'un qu'il ne faudrait pas voir. On m'a dit, mais comment tu ne vas pas interviewer ce type, c'est pas possible, tu ne vas pas t'entretenir avec lui. Et j'ai dit simplement que même si on a des opinions totalement différentes, et même si on est absolument, non seulement qu'on n'est pas d'accord, mais qu'on peut détester certains des propos et autres, eh ben, la liberté, elle ne se divise pas. La liberté est quelque chose d'indivisible, d'indissociable. Après, il y a la loi, il y a les recours en justice, etc. Mais il n'y a pas quelque chose qui peut dire telle personne, à moins qu'elle n'ait commis des crimes, à moins qu'elle n'ait tué, violé, assassiné, ça c'est autre chose, on ne parle pas de ça. Et là on peut, je suis pour la peine de mort pour les assassins. Donc vous voyez, je parle à titre purement personnel. Mais les personnes qui expriment des choses, même qui choquent et même qui dérangent, eh bien on les reçoit. Eh bien aujourd'hui je reçois Dieudonné. Bonjour. Bonjour. Alors Dieudonné... c'est une très belle introduction. Et qui vous dit que je n'ai tué personne? Oh. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors du coup, d'ailleurs... En tout cas, je ne me suis pas fait prendre. Non, mais je vais vous dire, Dieudonné, j'ai prévenu la police qui attend en bas quand nous aurons fini l'émission. Je pense que ce sera plus seulement le bracelet électronique que vous portez, mais ce sera beaucoup plus que ça. Mais quand même, alors je regardais quand même votre palmarès uniquement juridique. Ouais. En 2021, 3 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, avec effectivement le bracelet électronique. Pour fraude fiscale, blanchiment, abus de biens sociaux, etc. Condamné 31 fois pour injure raciale, diffamation, haine, etc., etc. Là aussi. Alors, au fond, vous avez un palmarès quand même judiciaire qui n'est pas négligeable. Qui est supérieur à celui de Pablo Escobar, puisqu'il n'a été condamné que 20 fois. Donc effectivement, je fais référence dans le domaine humoristique. C'est vrai que mon bracelet, je le porte aujourd'hui un petit peu comme mon bâton de maréchal, hein, d'humoriste, si vous voulez. De Maréchal Pétain? Alors... non, maréchal, pire que ça. Mais il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Mais moi, je suis plutôt un Triboulet, si vous voulez. Je suis le bouffon du roi. Et donc, comme Triboulet, François Ier lui avait dit, vous allez mourir, choisissez votre façon de mourir. Il avait dit, j'aimerais mourir de vieillesse. C'est un peu ce que j'ai envie de dire. J'ai été effectivement très montré du doigt, condamné, mais je pense avoir fait mon travail d'humoriste, de bouffon à la cour, et je continue à le faire d'ailleurs, aujourd'hui en essayant d'apaiser un peu les choses. Je vieillis aussi, je suis dans l'âge de la transmission, donc je suis moins en confrontation. On va en parler, ouais. Oui, bien sûr, et on va en parler, mais je voulais savoir d'abord, parce que c'est quand même, racontez un peu comment vous est venue cette vocation de bouffon du roi, ou enfin cette vocation d'humoriste, parce que même les gens qui vous détestent, personne ne nie vos talents, mais vos très grands talents d'humoriste et de créateur. Donc, ça vous est venu comment? C'était très tôt, très... je me considère comme un pèlerin de la farce et du bonbon. Vraiment, c'est une vocation chez moi. Alors, j'avais des modèles, évidemment. C'est qui, par exemple?
Fernand Reynaud, d'abord. Je pense que c'est lui qui a ouvert un peu la voie. Après, Coluche, les inconnus, et j'en passe, Bedos, Daniel Prévost, des gens de la télé aussi, parce que je suis d'une génération où la télé est devenue beaucoup plus présente. Et puis maintenant, et donc voilà, j'ai toujours rêvé de faire ce métier. Enfin, quand j'étais jeune, je rêvais de le faire. Et puis un jour, monter sur scène. Enfin, de faire rire, vraiment, de faire le humoriste. Je me souviens d'une anecdote au collège où c'était le sous-directeur d'un collège qui était à Verrières-le-Buisson, collège, je dois être Jean Moulin, qui s'appelle d'à peu près tous à cette époque Jean Moulin, les collèges. Et donc j'étais, il m'avait dit, je faisais rire mes copains dans la cour, il m'avait dit, vous devriez penser à devenir humoriste, vous. Et j'ai dit, bah non, je peux pas, il y a Coluche et tout ça. Puis il m'avait dit, tu avais quel âge à ce moment-là? Ben, je devais avoir, je sais pas, 12, 13 ans, ouais, c'est ça, 12, 13, 14 ans. Et il me dit, mais Coluche ne sera pas toujours là. Alors, ah bon. Et puis finalement, cet homme avait certainement une vision, quelque chose, puisque je suis parvenu à faire ce que j'aime. Et ça, c'est vraiment une chance de pouvoir faire un métier où là, j'arrive à 60 ans et j'ai pas vu le temps passer. Ça a été extraordinaire. Oui, c'est même pas un métier pour vous. Non. Enfin, c'était même jouer, que ce soit dans un zénith ou dans un bus, ou même plus petit qu'un bus, c'est le même plaisir. C'est quelque chose de voir rire l'autre, les autres. C'est quelque chose qu'on peut pas expliquer, quoi. C'est une communion. C'est quasiment une prière, en fait, commune. On rit ensemble du monde dans lequel, enfin, des aberrations du monde dans lequel nous sommes. Et en fait, quand vous sentez, ça fait quoi quand on sentait le rire du public, ou les applaudissements, etc. Il faut le vivre, je crois. C'est pour ça que j'ai un énorme respect pour tous ceux qui font ce métier, tous mes collègues, même si pour certains je suis un peu l'épouvantail. J'ai inspiré une grande partie des jeunes humoristes français qui viennent me le dire. Et ça me fait plaisir. Oui. Et ça me fait plaisir parce que, évidemment, c'est comme un bâton de relais qu'on passe d'une génération à l'autre. Donc, faire rire les gens, surtout dans l'époque dans laquelle nous vivons, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est magnifique. Et alors vous avez fait rire, alors on va en parler, on va pas raconter votre vie, raconte pas ta vie, disait Prévert, mais en même temps, vous avez fait rire sur des choses extrêmement, et c'est intéressant de ce point de vue, vous avez fait rire sur des choses extrêmement, je dirais, critiques, il y a des choses sur lesquelles les gens, parce qu'il y a effectivement le côté, l'histoire, et il y a le passé, il y a tout ça, et vous avez dit, bon, moi, et comment vous, justement, on peut rire de tout, enfin, ça a été ça un peu votre... Voilà, il n'y a pas de raison d'avoir des territoires, mais comment il se fait? Et ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Vous connaissez évidemment un certain Pierre Desproges. Je pense que vous n'étiez pas dans cette lignée. Oui, j'aime beaucoup. Ouais. Alors, deux choses. D'abord, Pierre Desproges disait on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et puis, vous vous rappelez ce premier sketch qui est intéressant, pour lequel il n'a jamais eu de problème. Quand il commençait, il disait on me dit que quelques juifs se sont glissés dans la salle, je ne comprends pas, il y en a encore, etc. Et les gens se marraient à l'époque. Et je me rappelle aussi, c'est très intéressant, et comment comment tout cela s'est, je dirais, rigidifié, solidifié, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Est-ce que pour vous, quand vous avez commencé, d'abord, quand vous avez commencé, et je rappelle, parce que ça a été une des périodes de rupture, mais je voudrais revenir à ça, parce qu'après on parlera aussi de l'apaisement. C'était en 2003 chez Marc-Olivier Fleugel dans la fameuse émission de France 3 où vous étiez un peu déguisé en rabbin, enfin plus ou moins caricatural, et vous disiez ceci, écoutez. Je me suis récemment, vous l'avez vu, je ne dis pas ça parce que je me suis récemment reconverti au fondamentalisme sioniste, enfin bon, pour des raisons qui me sont purement professionnelles, enfin spirituelles. Je trouve, enfin, j'ai une petite chose à vous dire. Et d'ailleurs, j'encourage les jeunes gens qui nous regardent aujourd'hui dans les cités pour vous dire, convertissez-vous comme moi
et essayez de vous ressaisir. Rejoignez l'axe du bien, hein, l'axe américano-sioniste. Ça me paraît important, hein, qui vous offrira beaucoup de débouchés, beaucoup de bonheur, et surtout le seul axe qui vous offrira la possibilité de vivre encore un peu. Hein. C'est un peu une improvisation peut-être, non? Attendez. Jamel Debbouze crie aux éclats de Jamel Debbouze et Marc-Olivier Fogiel qui se décompose un peu. Enfin, il est. Et puis, alors, c'était quoi? Et vous faites, et on en parle encore, vous avez vu que Elon Musk aux États-Unis a été vilipendé pour ça, et vous faites le salut hitlérien. Pas tout à fait un seul. Ouais, alors j'étais plutôt romain le mien. Mais c'est vrai que c'était une provocation, un sketch. Vous me demandiez tout à l'heure comment je pourrais définir le travail. Il y a Aimé Césaire qui m'avait dit rire avec la souffrance nègre, vous allez déranger du monde. Je crois que mon rire, c'est le rire de l'esclave, si vous voulez. Et forcément, il dérange l'esclavagiste. Il dérange. C'est un rire de gilet jaune. C'est un rire du peuple. Et c'est un rire. C'est celui de Triboulet, si vous voulez, de Bouffon à la cour. Et donc, oui, j'ai heurté. Je me suis parfois trompé. J'ai parfois été dans l'outrance. J'ai parfois été de mauvais goût. Je me suis trompé. J'ai fait des fautes. Je m'en suis excusé. Et puis, parfois, j'ai fait des bonnes blagues. Ça, c'était pas du tout préparé, mais en tout cas, avec le temps... C'était préparé puisque vous étiez... Oui, c'était fait très rapidement. C'était Jamel Debbouze qui était l'invité principal, et il fallait lui faire une petite plaisanterie. Et donc, j'ai trouvé que c'était amusant d'aller sur ce sujet qui était extrêmement sensible, je le savais. Et voilà, c'était pour chatouiller là où ça fait mal. Enfin, ça fait mal, c'était intéressant. Ça touche. Le sujet du sionisme, des colonisations, ça c'était amusant. Maintenant, j'en ai fait le tour. Moi, personnellement, je suis pas obsessionnel. Donc, vous n'allez pas faire ça toute votre vie. Non, j'ai arrêté depuis un certain temps. Mais justement, je voudrais savoir, parce que c'est intéressant, parce que on a beaucoup parlé de ça, mais vous avez été aussi, je veux dire, pour être tout à fait juste, vous avez aussi parlé des djihadistes, des martyrs, etc. Et vous avez été assez critique là-dessus. Sauf que là-dessus... Effectivement, est-ce que vous n'avez pas peut-être insisté? Pourquoi je vous parle de ça? Vous venez de parler, et c'est intéressant, c'est une des questions que je voulais poser même il y a quelque temps. Vous parlez effectivement de l'esclavagisme, etc. Je rappelle que vous êtes votre mère est normande. Et nantaise. Nantaise, pardon. Un port esclavagiste en plus. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'elle était d'une famille esclavagiste? Non. Franchement. Non, pas du tout. Non, c'est une famille bretonne. Ils sont arrivés à Nantes pendant la guerre, mais c'est une famille. Parce qu'il y a eu de Nantes, sont partis beaucoup. Bien sûr. Ça me dérange pas de me sentir à la fois donc descendant d'esclaves et d'esclavagistes. Ça me va très bien. Ouais. Une schizophrénie intéressante. Oui, c'est intéressant. Non, et votre père camerounais, je le rappelle, effectivement. Et Wundo. Voilà. Ça veut dire que je suis un homme de cette région d'Afrique centrale là, et j'ai des responsabilités. À la mort de mon père, j'ai pris le rôle de chef de famille. Voilà. Et vous êtes franco-camerounais? Oui. C'est ça, vous avez la nationalité. Et alors, justement, je voudrais savoir, et pas seulement vous, Dieudonné, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'on a décrété, vous savez, Jacques Chirac avait décrété, et à juste titre, l'adoption de la loi de Taubira, donc en 2005, la journée des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition. Bon, vous connaissez ça mieux que moi, et mieux que... Moi, ce qui quand même me frappe, c'est qu'un jour, j'ai lu, et je recommande ce bouquin de Tidiane Diaye, qui s'appelle « Le génocide voilé ». C'est-à-dire qu'il y a eu, en fait, 3 traites négrières. Il y a eu la traite transatlantique, la traite blanche, etc., enfin, des Blancs. Il y a eu la traite arabo-musulmane, et il y a eu la traite interafricaine. Et d'ailleurs, quand on va au Sénégal, à Gorée, on vous montre ça très bien. Mais moi, je n'ai pas compris vraiment, parce que vous dites vous-même, et à juste titre, il n'y a pas de raison qu'il y ait 2 poids, 2 mesures pour les uns et pour les autres. Et je suis étonné, je voudrais avoir votre avis, pourquoi on ne parle jamais du fait que, de la traite arabo-musulmane, par exemple, il y a eu 11 millions de Noirs castrés pendant des siècles. Castrés. C'est-à-dire qu'on les a, c'est même plus du génocide, ça, c'est autre chose. Enfin, castrés, bon. Et qu'on décrète qu'il n'y a que la loi transatlantique et les autres, on n'en parle pas. Je voudrais savoir votre ressenti, votre opinion là-dessus. Disons que l'essentiel des Français afrodescendants
qui ont vécu la traite, c'est la traite négrière transatlantique, puisque qu'ils soient aux Antilles ou en Afrique subsaharienne, on n'a pas vécu, on n'a pas subi. Alors c'est les pays Sénégal, Mali, Burkina, eux, ils ont connu effectivement cette traite arabo-musulmane qui est réelle, qui a été d'ailleurs qui a duré très longtemps. Je crois que c'est 4 siècles. C'est ça. Et qui a été la plus mortifère. Oui. Alors, des chiffres. Mais il y a le mot musulman dedans. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de Noirs musulmans dans cette région. Il y a. Alors d'ailleurs, elle n'était pas que musulmane. D'ailleurs, on voit que le marché aux esclaves de Marrakech, par exemple, le dernier marché aux esclaves, bon, il y avait toutes les religions qui étaient là. D'ailleurs, oui, c'est pas les musulmans. Non, nous sommes d'accord. Mais non, simplement, c'est très intéressant parce que vous savez, il y a eu des juifs et des chrétiens esclavagistes, toi. Évident. Oui. Mais moi, je suis très frappé par le fait qu'on ne veut pas parler. Oui, c'est vrai. On ne veut pas en parler. Mais vous savez que c'est le même mot en arabe qui veut dire noir et esclave. Oui. Abed. Ouais. Vous avez abed. Il y a dans le monde arabe un racisme anti-noir qui est d'ailleurs qui est très important, oui. Qui existe encore aujourd'hui. Est-ce que vous, par exemple, alors il vous est arrivé d'en parler dans vos sketchs ou dans vos... Oui, j'en parle régulièrement. Je trouve que j'ai de la famille, moi, du Cameroun ils étaient en Libye, c'est pour ça que j'étais d'ailleurs aux côtés de Mouammar Kadhafi quand l'OTAN bombardait Tripoli, parce que je trouvais ça absolument insupportable que le continent africain soit bombardé encore par l'OTAN, Et on a vu le résultat. Et Kadhafi qui était un homme qui était plutôt justement sensible à cette. Il avait ouvert des universités où les Noirs d'Afrique centrale pouvaient venir étudier. Et c'était un homme qui était très ouvert sur l'Afrique. Mais dans d'autres pays, c'est clair, du Maghreb, être noir, c'est compliqué. Il y a un racisme très 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 fort. Et on le voit, à part des gens qui sont déportés vers le désert, encore aujourd'hui. Oui, mais même, je crois que c'est en Tunisie où il y a encore des cimetières où les Noirs sont d'un côté. C'est le lot. On peut dire que s'il y a un peuple aujourd'hui, qui a vraiment été persécuté pendant des siècles et des siècles, le peuple noir d'Afrique centrale était vraiment particulièrement touché, quoi. Je veux dire. C'est vrai. Et ça n'empêche pas aussi que entre Noirs en Afrique centrale, il y a aussi on l'a vu avec les Tutsis. Ce qui est terrible de ce point de vue, c'est que le racisme est la chose du monde la mieux partagée. Oui. Un peu partout, à tous les étages, et c'est ça qui est... Il n'y a pas de race au-dessus des autres. Ouais. Bien sûr. Non, mais vous savez, c'était Orwell qui disait tous les hommes sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Et alors, justement, quand il y a eu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens à ce qu'on a vu dans l'émission de Fogiel, etc. Est-ce que c'est là, est-ce que le fait... Parce que là, à ce moment-là, vous êtes entré, je parlais un peu dans un cycle où vous avez été très provocateur, et vous êtes entré, ça a duré une dizaine d'années, et effectivement, est-ce que le fait que vous ayez été vilipendé à ce moment-là vous a incité à dire, puisque je suis vilipendé, je vais foncer encore plus? J'ai répondu, oui, c'est vrai. Je me suis laissé entraîner dans le jeu de la provocation, puisqu'on me provoquait. J'ai fait condamner d'ailleurs Marc-Olivier Fogiel, j'ai fait condamner Arthur. Marc-Olivier Fogiel avait eu la bonne idée, pour me répondre, dans l'émission qui a suivi, de mettre un SMS en disant « ça te ferait rire si on faisait un sketch sur l'odeur des Noirs ». Bon, voilà, pour lui, c'était une blague, c'était quelque chose... voilà. Et il a été condamné, lui et France Télévisions. Bon, mais ça ne l'a pas empêché, lui, de faire de la télévision ensuite, de conserver son émission, de devenir directeur général de BFM TV. Enfin, voilà, c'est ce 2 poids 2 mesures qui est étonnant. Pourquoi? Quelle différence entre moi et Marc-Olivier Fogiel? C'est que lui, il avait certainement, il faisait partie de réseaux et de gens plus influents, et qu'il avait un champ d'expression plus important. Sauf que lui n'en faisait pas son fonds de commerce permanent. Ah si. Je pense que que si vous voulez, quand on dit que j'en ai fait mon fonds de commerce, c'est un peu exagéré. C'est pas faux. Non, mais c'est-à-dire que dans mes spectacles, j'avais 2-3 virgules. Moi, ce qui me faisait rire, c'est la compétition victimaire, la hiérarchisation des souffrances. Comment se fait-il qu'à l'école, on nous explique qu'il y a eu la Shoah, tout ça, très bien. Mais alors, il faut parler de tout ce que... L'homme noir n'a aucune leçon de morale ou de souffrance à apprendre
du monde blanc. Il manquerait plus que ça, qu'on vienne m'expliquer à moi, l'homme noir, qu'il y en a qui ont mal au cul. Bah, bienvenue au club. Bienvenue au club. Mais chacun a eu sa part, effectivement. Personne ne peut donner de leçons de morale et de souffrance au peuple noir. Personne. Parce que, voilà, personne ne peut le faire. Et il faut bien que des gens viennent le dire. Non, mais c'est vrai, Dieudonné, mais non, parce que on est au cœur du problème. Oui. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais il faut dire que, d'ailleurs, et c'est valable pour tous les peuples, il y a des Noirs qui des génocidaires. Des génocidaires noirs, comme il y a des génocidaires ailleurs. Bien sûr. Donc, je veux dire, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que vous avez, encore une fois, vraiment cet immense talent justement, de faire d'humoriste et de savoir où toucher, où ça démange. Et à un moment donné, alors ce qui s'est passé, c'est que, et je reviens un peu à votre vie, bon, c'était quoi alors l'époque Élie et Dieudonné. Oui. C'était quoi? C'était sympa, c'était bien. Avec le recul, vous le considérez comment? Ah bah moi, Élie, c'est un ami d'enfance. Enfin, on sortait de l'enfance, on s'est rencontrés. Et voilà, on a rêvé ensemble de la scène, on est monté sur scène Lui aussi ensemble. voulait Rêvait de faire ça. Et puis on a connu cette entrée dans le monde du spectacle ensemble. On a rigolé ensemble. Ça, c'est quelque chose qui ne s'effacera jamais. Et ce qui fait que là, Élie, on se parle régulièrement. C'est vrai qu'on arrive à la fin aussi on est dans la. Voilà. Donc c'est vrai que ça serait bien de fermer à un moment donné, de boucler la boucle et de réussir à faire quelque chose ensemble. Mais on a toujours eu cette idée de le faire. Ouais. Mais c'était quoi? Non, je veux dire, cet univers-là à l'époque, ben pas par rapport à Alice et Moon, est-ce que c'était quelque chose de plus, je dirais, apaisé, de plus lissé, vous diriez, par rapport à ce que vous avez fait ensuite? Non, je dirais qu'Élie, il avait plus de folie. Voilà. Il était un peu plus en risque, on aimait ça, et puis, je crois que son rêve, c'était vraiment de faire du cinéma, et c'était son truc. Alors que moi, j'ai toujours eu la sensation que être humoriste, être sur scène, c'est jouer en première division. Le reste, le cinéma, la télé, c'est fait pour ceux qui n'y arrivent pas. Voilà, parce qu'on ne peut pas tricher sur scène. Oui, vous voulez dire, oui, c'est ça, la scène, c'est le haut du podium, quoi. C'est le top de ce qui peut. Parce que vous êtes en contact direct avec les gens, et puis on peut pas tricher, on peut pas monter, on peut pas. Voilà, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et c'est pour ça que ça crée évidemment face aux gens de télévision, on parlait de Fogiel, des Arthur, des gens comme ça, une sorte de jalousie. Et donc eux se posent des questions à des gens. Enfin bon, c'est un autre métier. Et ce qui était étonnant, c'est qu'il fallait passer devant ces gens-là, ces gens de télé, pour faire la promotion, dire voilà, je vais jouer dans telle ville, je vais jouer de nouveaux spectacles. Mais c'était toujours pour moi un moment de souffrance, c'était de rabaisser d'être obligé de se mettre dans une de faire fausse sa promo, ça vous c'était aller dans une fosse à merde, c'était aller se patauger dans la fange. Ah, t'es beau, t'es machin. Alors que tout ça, n'existe pas. Je n'ai rien contre les gens, ils font ce qu'ils peuvent. Je veux dire, ils essayent de survivre dans leur monde, mais c'est horrible pour un artiste de scène d'aller faire la promo dans une émission, à l'époque, dans une émission chez Arthur. Pour moi, c'était vraiment se baigner dans un marigot. Enfin, c'est ça. Dans un marigot, dans une piscine de caca. Voilà. À ce point, Arthur va être content, là. On sent que. Non, j'attends rien de lui. Mais il fallait le faire, c'est ça? C'était une époque où c'était une rencontre qui se faisait à ce moment-là. Ardisson, c'était plus agréable parce que il était plus taquin, il était moins prévisible. Mais à la fin, c'était triste, quoi. Puis d'ailleurs, il suffit de voir la fin de ce genre d'individu. C'est-à-dire, c'est terrible parce qu'ils s'amusent pas en réalité. Alors, ils se sont peut-être un peu amusés à un moment. Ça devient une répétition, et ça devient une routine. Ouais, puis ça devient un métier, puis ça devient comme si. Et puis surtout, ils n'ont pas le contact avec les gens. C'est ça la difficulté. Alors peut-être maintenant, grâce à Internet, il y a les commentaires, il y a un lien qui se fait, qui est peut-être plus. Mais je pense que c'est des gens qui vivent dans leur bulle, qui sont coupés du monde. Et heureusement d'ailleurs, maintenant, ce métier aussi, il a changé. Il y a un métier qui n'a pas changé, c'est monter sur une scène, le rideau s'ouvre, et puis là, voilà, on va passer 1h30 et les gens vont rire.
c'est vraiment, c'est vrai que la scène, et d'ailleurs ce n'est pas par hasard que les théâtres et que les récitals sont pleins. Quand il y a du talent, bien sûr, et que ça marche très, très bien. Mais je voudrais revenir à cette période, je parle du Dieudonné, parce que c'est important qu'on parle et qu'on aille pas au bout de cela. Quand il y a eu cette période où vous faisiez monter Robert Forisson, c'est le négationniste, chante Bragas n'ont jamais existé, etc., etc., quand vous chantez Choananas devant un public en délire, je voudrais juste vous faire lire quelque chose. Ça a apparu dans Causeur, mais enfin, vous savez, c'est Yanis Ezziadi qui est comédien. Et juste un truc, il a fait une lettre à vous, Dieudonné, où il dit « Tes excuses, c'est à moi que tu les dois ». Rassurez-vous, je ne vais pas lire évidemment l'article en entier, loin de là, mais il dit quelque chose à un moment donné. Il dit, alors il parlait, c'était un de vos fans, un de vos millions de fans, vous en avez beaucoup, et en 2012, il a écrit ceci, il a écrit L'affaire Mehran n'est qu'un fait divers, c'est Yanis Ezziadi qui parle, hein, c'est pas vous. Par contre, la communauté organisée judéo-sioniste, elle a un vrai pouvoir. Quand on voit que BHL déclenche ce qu'il a déclenché alors qu'il n'est rien du tout, quand on voit que Dieudonné est interdit média, et en plus pas par la loi, car il a gagné la quasi-totalité de ses procès, là il y en a qui méritent un soutien. Lorsqu'on voit qu'un juif est agressé, c'est forcément un crime antisémite, et lorsqu'un arabe est agressé par un juif, on étouffe l'affaire. Alors il parle de ça, il a dit, et il dit à un moment donné, je voudrais vraiment vous faire réagir là-dessus, parce que il dit, quand j'apprends, il y a quelques mois qu'il présente ses excuses, donc c'est daté de 2023. Il présente ses excuses à la communauté juive, je garde sa bouillie complotiste, dit Ziadi, voilà, et il dit, il vous cite, je tiens également à demander pardon à toutes celles et ceux que j'ai pu heurter, choquer, blesser au travers de certaines de mes gesticulations artistiques. Je pense notamment à mes compatriotes de la communauté juive avec lesquels je reconnais humblement m'être laissé aller au jeu de la surenchère. Et alors il ajoute, c'est là où je voulais en venir, mais ce n'est pas auprès de la communauté juive que tu dois t'excuser, Dieudo. Si tu as blessé des gens par tes blagues sur la Shoah, ils s'en remettront. Ce n'est pas auprès d'eux que tu dois t'excuser en priorité, non, c'est auprès de moi, Ezziadi. Il est musulman tunisien. T'excuser de m'avoir manipulé durant des années, de nous avoir tous manipulés, nous qui te suivons aveuglément, de nous avoir menti, d'avoir transformé des centaines de milliers de personnes, si ce n'est des millions, en zombies conspirationnistes, etc., etc. Et il dit voilà, vous nous avez manipulés et nous on vous en veut. D'accord. Alors, si cet homme, visiblement, je le connais pas, ça aurait été formidable que je puisse discuter avec lui. C'est vrai. Mais il était pas là. Très sincèrement, je lui ai demandé de venir parler parce que je veux pas. Mais en tout cas, je suis désolé de l'avoir choqué, de l'avoir déçu. Bon, si j'ai pu le blesser quelque part, ben j'en suis profondément désolé parce que pour moi, chrétien, le pardon est au centre de ce qui me paraît être le vivre ensemble. Voilà. Pour pouvoir vivre ensemble, il faut avoir cette capacité de se pardonner. Et donc, j'aurais été réconcilié quelque part. Enfin, le pardon, si vous voulez, en demandant pardon, je n'attends rien de celui. Là, j'ai demandé pardon à la communauté juive qui se sentait blessée. Il y a plein de compatriotes de la communauté juive sont venus vers moi et on a pu enfin avoir un débat. Et puis il y en a dans la communauté juive qui m'ont dit ni pardon ni oubli. C'est leur façon de gérer. Ça n'est pas chrétien, c'est vrai, mais ils ne le sont pas. Donc, je conçois que certains n'aient pas accès à cette idée du pardon. En tout cas, bon nombre de membres de la communauté juive avec qui j'ai pu discuter, que ce soit ici au Cameroun, eh ben on a maintenant une relation qui est apaisée. Oui, vous m'avez dit quand on s'est rencontrés dans un café que vous avez rencontré d'ailleurs. Il dit, vous avez rencontré des Israéliens au Cameroun. Vous n'avez jamais connu un Israélien. C'est au Cameroun que vous avez rencontré. C'est incroyable, mais si vous voulez, je faisais partie de ce mouvement antisioniste français qui n'avait absolument jamais rencontré ou discuté avec des Israéliens, ce qui est quand même et tout comme j'ai été longtemps anti-Front National et je n'avais jamais rencontré aucune personne et donc j'ai rencontré Jean-Marie Le Pen et
le monde étant ce qu'il est et l'homme étant ce qu'il est, il suffit de discuter avec l'autre, puis on s'aperçoit que finalement, et donc je suis devenu ami avec des Israéliens au Cameroun, et comme je suis devenu ami avec Jean-Marie Le Pen, voilà, c'est comme ça. La vie est ainsi faite, et elle nous apprend qu'au fond, nos certitudes, elles sont mises à l'épreuve. Elles peuvent bouger, elles peuvent évoluer. Voilà. Ce qui est terrifiant, c'est les gens quand même qui s'enferment. C'est ça. Dans leur je pense à certains de vos anciens amis qui continuent à la télévision et dans les vidéos à dire les mêmes choses. Non, mais de part et d'autre, hein. C'est-à-dire qu'ils ne bougent pas. Et ce qui est terrifiant, c'est les gens qui restent dans leur certitude comme des ânes à œillères. Non, mais c'est et justement, alors bon, ça a été quelques années comme ça. Et en fait, par rapport à ça, parce que effectivement, la haine engendre la haine, quel que soit d'un côté et de l'autre. Mais vous aviez, justement, avec, encore une fois, le talent que vous avez, parce que il est complet, mais vous dites que vous n'avez jamais voulu faire politique, or vous êtes présenté à un moment donné à Dreux. Qu'est-ce qui a fait que vous avez aussi abordé ça? Oui, ça, à Dreux, c'était contre le Front National, à l'époque. Parce que... 97. 97, pardon. Je n'avais pas réellement de conscience politique très aiguisée, hein, faut être honnête. J'étais un artiste, j'étais étiqueté de gauche, enfin écologiste. Bon. Écologiste. Oui, plutôt, parce que... Comme Marie Tondelier. Oui. Non, mais en fait, si vous voulez, je suis, par mon père, très lié à la culture pygmée, si vous voulez, à une forme d'écologie réelle, si vous voulez. Des gens qui vivent en harmonie totale. Qui le vivent. N'en parlent pas. Voilà, c'est ça. Et donc, oui, c'est plus pygmée que Nicolas Hulot. Moi, c'était plus mon origine de l'écologie. Et donc voilà, j'étais plutôt là-dedans, mais je n'avais aucune conscience réellement politique et tout. Et j'étais anti-raciste, donc anti-Front National. Et puis voilà, donc je m'étais présenté. À l'époque, d'ailleurs, les médias étaient plutôt sympathiques avec moi. Bah oui, c'est bien, il a raison. Et la liste Palestine ou antisioniste? Euro-Palestine, antisioniste. Il y a eu Euro-Palestine, il y a eu... Donc vous avez eu, vous voyez, cette oui, mais à chaque fois, politique. Je suis un chercheur, en fait. Je cherche. J'essaye de comprendre. Et tout cela pour servir le rire. Et donc, je fais rire aussi parce que je me mets en risque. Personnellement, en tant que citoyen, je vais chercher, j'essaie de comprendre. Et donc, ce sujet de la Palestine, évidemment, c'est un sujet central puisqu'il y avait un débat qui était plus ou moins interdit. Et aujourd'hui, il s'est inversé d'ailleurs. Le débat, on peut devenir anti-israélien. C'est de la même façon. Moi, je suis dans l'opposition en permanence. C'était plutôt là où je me sens mieux. Contre ce qui est pour, ce qui est contre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est à mort Netanyahou. Je dis pas que j'aime Netanyahou, mais je trouve que c'est quand même excessif. Enfin, parce que là, il a survolé la France. Il fallait arrêter il fallait arrêter l'avion. non, mais c'est des deux côtés. C'est blanc ou non. Voilà, blanc ou noir. C'est ça. Sans aucune connotation, bien sûr. Et moi, Netanyahou, ce qui me fait marrer, c'est un personnage extrêmement sulfureux. Alors, tout le monde le déteste, évidemment. Je n'apprécie pas ce qu'il a fait. C'est certainement un tueur en série. Mais par contre, il a un mandat d'arrêt. Il n'a pas le bracelet électronique, mais lui, il a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Et je trouve qu'il s'en amuse. Et ça me le rend sympathique. Non, il a détruit entièrement ce que le pilier de ce que pouvait être le vivre ensemble au niveau international. Il ne respecte absolument pas le droit international qui n'a jamais existé. Il est clair que le droit international, il n'existera jamais. Le droit international... Il y a 3000 ans de... Voilà, le droit international, c'est d'avoir des fusils, d'avoir la bombe atomique, et puis c'est tout. Et puis plus personne t'emmerde. Alors, mais oui, voilà. C'est fascinant, parce que vous-même, vous dites très souvent, et c'est même quand vous étiez en pleine période, justement, négationniste, ou Forisson, ou Soral, ou compagnie, vous dites, au fond, il ne faut pas les deux poids et deux mesures. Pourquoi on a le droit de parler de ça et pas de ça? Et ce qui est pas sans du tout être dans l'inversion, c'est que, vous voyez, par exemple, on dit aujourd'hui génocide. On appelle le mot génocide à tout berzingue. Or, on pourrait en parler pour les Noirs d'Afrique, ça c'est clair. On pourra en parler pour vous. Mais on parlait aujourd'hui, par exemple, ce qui me fascine, c'est que aujourd'hui, pour prendre l'exemple, pourquoi alors? Parce que c'est loin et parce qu'on n'a pas de communauté au Yémen. Quand l'Arabie Saoudite a massacré 300 000 personnes, hommes, femmes et enfants au Yémen, ça a fait rien. Je veux dire, moi, ce qui me fascine, c'est que, à tout point de vue, et c'est très important, de ramener que
que chacun prenne sa part. Ouais. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord, il n'y a pas. On essayerait de nous. Enfin, on essaye de nous. Vraiment, c'est étonnant. Ce clivage, le bien, le mal, alors que la réalité est tellement différente. C'est-à-dire que beaucoup plus complexe que ça. Et c'est. Et bon, j'espère qu'on se sortira de la situation terrible dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Mais moi, mon rôle, c'est de m'amuser, de faire rire, parce que je pense que le peuple a besoin de rire, quoi qu'il arrive. Mais est-ce qu'on peut faire rire, alors sans faire, parce que ça fait partie, et c'est vraiment le paradoxe, sans faire mal à telle ou telle partie de la population. Et je crois qu'effectivement, c'est tout le problème du rire, c'est où on met le curseur. Parce que, évidemment, par exemple, un Raymond DeVos, il n'y a pas de problème, puisque lui, il joue sur les mots, mettons, enfin, je prends des exemples. C'est intéressant de voir la galaxie des humoristes dont vous faites partie. Je parle des grands humoristes, vraiment. Vous avez choisi, comme d'autres d'ailleurs, la provocation, et effectivement, ils vous ont en plus répondu par d'autres provocations en vous interdisant, en disant, non, il ne faut pas entendre ce type, pas question, c'est vraiment un salaud. Or, évidemment, ils vous ont mis dans une position victimaire, c'est-à-dire vous avez pu faire partie, à l'insu de votre plein gré, de la concurrence victimaire. C'est ça. Et on me reproche de me victimiser alors que j'ai un bracelet, que je suis interdit, j'ai des arrêtés préfectoraux. Mais on n'arrête pas le rire. Je pense qu'ils s'en sont aperçus à un moment donné, on peut pas arrêter. C'est-à-dire que mes sketchs sur Internet, mes interventions sur Internet sont devenus des phénomènes. Et c'est pour ça que je suis ici d'ailleurs. C'est pour ça que on ne peut plus. On est dans une époque où voilà, c'est compliqué. L'humour d'État ne fonctionne pas. Là, il y a une collègue Blanche Gardin qui a fait un sketch aussi un peu compliqué là, qui est complètement ostracisé. Voilà, il y a des limites. Mais dans chaque, vous avez très bien résumé. C'est dans chaque pays, dans chaque culture. Donc moi, je suis français. J'aime beaucoup, j'adore mon pays. Je suis aussi camerounais. Mais j'ai en France une culture afrodescendante, c'est-à-dire on rit pas forcément de la même chose, c'est pas la même histoire. C'est très lié à la culture le rire. Hein. Et donc plus il y a de souffrance, alors il y a le rire juif aussi, qui est un rire particulier, qui est très intéressant. Il y a aussi c'est le rire de la souffrance. C'est ça, c'est surmonté. C'est pas par hasard qu'on dit l'humour noir. Hein. Oui. Et les juifs ont la particularité, c'est l'humour noir. Oui, c'est vrai. Il y a un humour juif aussi, un humour homosexuel. Il y a eu une persécution contre les homosexuels pendant un certain temps. Et donc il y a eu un humour qui était très amusant. Moi, je trouve qu'à partir du moment où une communauté prend le pouvoir, ça devient moins drôle. Ouais. Parce que ça devient un rire qui est beaucoup moins amusant. Et de ce point de vue, je crois qu'on faudrait entendre, parce que malheureusement, on ne peut pas l'entendre entièrement, mais franchement, c'est l'adoption des enfants en Afrique. Un grand moment de l'histoire humaine. On va entendre quelques extraits, mais je vous invite, on les voit sur votre... On peut les voir. Oui, alors j'ai été banni, mais bientôt, oui, de toute façon, il suffit d'aller sur Internet, et puis voilà, en général... et d'y aller voir. Ouais. Alors, écoutons cela, parce que c'est... Je vois pas quelqu'un qui ne pourrait pas, effectivement, rire, quel que soit ce qu'il peut penser et d'où qu'il vienne. Bon, bonjour, messieurs, dames. Nous allons commencer. Ah, messieurs, dames, pardon. Il m'a perturbé. Comment on dit maintenant? Monsieur. Époux 1, époux 2. Bon, ça va. Pas de problème. Époux 3, époux 4. Alors, moi, je vais poser quelques questions. Parce que l'adoption est un acte d'amour. C'est l'amour. On n'adopte pas un enfant comme on achète un régime de bananes. Vous vous embrassez comme ça. Hein? On n'est pas habitué. Ah bon? Deux hommes comme ça. Ah bon? Je suis désolé, on n'est pas habitué. Non, mais ça va. C'est le progrès. Voilà, c'est le progrès. C'est un très grand progrès. Alors moi, je vais seulement poser les questions. Hein. Pour vous, l'adoption est un choix ou découle-t-elle d'un problème de fécondité?
Ce sont les anciens formulaires. Ils n'ont pas encore adapté ça. Hein. 2 hommes, voilà, la question ne se pose pas. Vous n'avez pas l'utérus. Vous n'avez pas l'utérus. Hein. Bon, je mets utérus néant. Ah là là, l'utérus, d'ailleurs, parler des Russes aujourd'hui, c'est grave, hein, franchement. Ah ouais. Et à l'époque, Dieudonné, non mais c'est vraiment hilarant. Mais dites-moi, aujourd'hui, vous feriez taxer d'homophobie terrible, autant du wokisme. Qu'est-ce que vous pensez Alors, avant le wokisme, vous pensez du wokisme? Alors, moi, je trouvais que c'était excessif. C'est toujours pareil, quoi. Il y a eu une réelle persécution des homosexuels qui était condamnable, une violence. C'est absolument terrible. Et puis, on est passé dans l'autre extrême avec une sorte de propagande LGBTQ+, qui était excessive. Et puis alors, les leçons de morale de Macron ou des autres présidents qui viennent en Afrique nous expliquer qu'il faut faire la Gay Pride à Yaoundé. Non, ça c'est pas possible. Mélenchon aussi. C'est pas possible. Qui est venu vanter le mariage homosexuel au Sénégal. C'est pas possible. Oui, mais c'est ou Attal qui explique à l'Assemblée que on est dans un grand pays puisqu'il est homosexuel et qu'il est Premier ministre. Bon, je pense qu'il faut sur ces sujets-là, il faut quand même essayer d'être. Moi, en tant qu'humoriste, quand j'entends ça, je me dis bon, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que le pouvoir rend fou. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment, à un moment donné, ils deviennent complètement dingues. Et c'est intéressant, pour moi, l'humoriste, de traiter ce sujet-là, quoi. Mais bien évidemment, à aucun moment, nos compatriotes homosexuels, ils ont toujours existé. Je veux dire, pourquoi tout d'un coup, il faudrait leur en vouloir de quoi? C'est juste la propagande qui est risible. Oui, non mais justement, mais est-ce qu'on a le droit, et c'est vraiment le problème, de parler de ça? Et vous en parlez beaucoup du wokisme, enfin vous traitez de ça. J'ai un personnage trans qui s'appelle Paprika. Ouais. Paprika. Ouais. Elle se sent belle, elle parle comme ça, je me sens équilibré. La France, elle change. Mais oui, t'as pas l'impression, toi, mais je me sens femme. Comme Nicole Croisille. Mais dites-moi, l'accent que vous avez pris là au début, c'est quel accent? Non, ça c'est l'accent du Cameroun. Parce que je suis camerounais. Makwab Wundo, c'est-à-dire moi je suis du centre-sud, je parle le Wundo. Et oui, c'est l'accent avec oh là là. Mais l'homosexualité au Cameroun, la propagande homosexuelle est interdite. Ah oui. Bon, ouais. Donc voilà, quand on a la double culture, c'est passionnant, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Et vous parlez le dialecte, enfin oui, Makwab Wundo. Ah ouais. Makwab, je parle. Madame Man Wundo. Madame Mvogatan Nambala. Mbala, ça veut dire qui ça? Oui, c'est la famille Mbala, c'est-à-dire c'est une grande. Il y a un peuple Mbala qui vient du Congo. D'accord. Donc le mot Mbala chez les Bétis, les Bantous en général, c'est un mot très comme si je m'appelais Martin, quoi. Et non, mais c'est ça qui est. Est-ce qu'on, encore une fois, c'est parler de tout? Est-ce qu'on peut parler de tout? Encore une fois, non pas d'une traite négrière, mais parler du Proche-Orient, comme parler de l'Afrique, comme parler de la Mauritanie. On parlait de tout, c'est ça. Aujourd'hui, parler des Israéliens qui essayent de vivre ensemble avec les Palestiniens, c'est extraordinaire. Mais je veux dire, il y a des sionistes, il y a des gens qui ont des familles et le problème, c'est que qui ont envie vraiment que les choses changent. Et c'est avec eux que je parle, moi. Et c'est des deux côtés, parce que le problème, mais vous savez, c'est la même chose, on ne va pas parler que de ça, mais c'est important, c'est que quand ils entendent, moi je vois, parce que je suis au Proche-Orient, moi je suis né au Liban, j'ai passé une partie de ma vie au Liban, je parle arabe, et je dis l'arabe. Moi j'aime beaucoup le Liban. Qui est un pays fabuleux. Hélas, c'est compliqué en ce moment, mais quand ils entendent From the river to the sea, Palestine will be free, c'est-à-dire, ils disent, oui, du Jourdain à la Méditerranée. Donc ça veut dire que c'est même pas la solution à 2 États, c'est éradiquer complètement Israël et laisser l'autre. Et de l'autre côté, ça provoque, mais c'est exactement comme, je veux dire, avec 2 individus. Je vous dis que vous n'avez pas le droit d'exister, donc vous allez réagir en mettant une couche, en mettant 3 couches. Et bien là, je crois qu'il y a un vrai problème des 2 côtés. Et qu'il n'y a pas de gens. Vous voyez, quand Macron dit, ah oui, maintenant on va reconnaître l'État palestinien, très bien. Mais comment? Parce qu'il ne s'occupe pas de ce qui se passe ailleurs.
c'est cette espèce d'attitude, au lieu de vraiment travailler à une vraie réconciliation, à 2 États. Enfin, est-ce que vous êtes, vous, pour les 2 États Oui, bien sûr, bien sûr. Un État d'Israël à côté d'un État palestinien. Bien sûr, bien sûr. C'est ce que je crois beaucoup de gens, en tout cas... Oui, puis il faut je suis sensible aussi après le 7 octobre, à ce qui s'est passé, la souffrance de ce peuple aussi, et puis l'histoire de ce peuple israélien qui cherche une terre. Je suis sensible à tout ça, mais au départ, sans connaître des Israéliens, à partir du moment où vous ne parlez pas, vous êtes dans une confrontation. Alors vous êtes anti-sioniste, et ça n'a pas de sens en réalité. Anti-sioniste, ça n'a absolument aucun sens. Il y a des hommes, des femmes, des familles qui vivent là-bas, et le tout c'est qu'ils puissent s'entendre avec leur façon, leur culture. 3 départements, et je veux dire, il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde, mais enfin bon. Mais ce qui se passe à Gaza aussi était terrorisant, c'est fou. C'est des deux côtés, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à maintenir cela. Oui. C'est ça le problème. Oui, c'est ça. Et attention, regardez ce qui se passe en Ukraine. Il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à maintenir la guerre, parce que ça nous arrange, en tout cas, un certain nombre de gens. Mais pour revenir au rire, etc., est-ce que je voudrais vous faire entendre aussi, vous avez parlé du 11 septembre, par exemple. Alors, on va pas faire aussi. Là aussi, je vous renvoie, écoutez-le, c'est absolument formidable. Et ce qui est intéressant, et c'est toujours pareil, un humoriste, il se met en situation et il pose la situation. Écoutez. Par exemple, vous vous souvenez du 11 septembre? C'est encore une histoire d'amour. Hein. Bien sûr, c'est pour l'amour de Dieu qu'ils ont été se faire péter. C'est vrai, hein. Bon, il y avait la carotte au bout, il y avait 1000 vierges, il paraît, à gagner. Il y a le grand moufti, il leur a vendu le projet. Hein. Tu y vas, puis t'as le droit à 1000 vierges. Là, au niveau de la vente, il est béton, le gars, quand même. Non, mais il faut la refourguer, la salade, elle est pas fraîche, attention. Moi, je suis pas spécialement un malin, mais on peut me vendre un peu n'importe quoi, mais le coup des 1000 vierges, je suis pas sûr que j'aurais becté. Hein. Vous imaginez au moment du briefing, le molle là, Jean-Christophe. Bon, allez, les gars, on se dépêche, là, on a dit 11h. Numéro 6, regardez-le, numéro 6. Et t'es encore en retard. Tu sais que des fois, hein? Puis qu'est-ce que c'est que cette tenue, les gars, là? Je sais bien qu'il faut être discret, faut se fondre dans la masse, faut passer inaperçu, mais t'es pas obligé de te balader en collant moulant non plus. On n'est pas des travelots, les gars, là. Quoi? Un fuseau? Ouais, mais on est des soldats de Allah, les mecs. Hein, on bosse pas pour Barba Papa non plus, là. Bon, bref, tais-toi, assis-toi, ne réponds pas. La date des attentats a été avancée au 11 septembre, évidemment, demain. Hein. Voilà, demain matin. 9h. 9h, heure UMP, la CGT, je sais pas quoi, là. Hein. 9h du matin, je cherche pas, 9h du matin. Hein. Alors, les billets d'avion vont vous être remis par numéro 4. Allez, du rythme, numéro 4, on se réveille ce matin, les gars, là. Qu'est-ce qu'il y a, numéro 6? Pourquoi on partirait pas en train? Sans commentaire, vas-y, distribue sans commentaire. Ferme-la! Ne parle plus, toi, ne parle pas! Comment vous... Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Là, je reviens à l'art de l'humoriste. Comment vous mettez en scène? C'est-à-dire avec rien, quoi. Et pas d'accessoires, pratiquement rien. Alors, d'abord, bon, vous êtes 1000 vierges, ça vous intéresse pas? Franchement, mais en fait, là, comme on est dans l'année de commémoration des attentats parisiens, là, j'avais fait, bon, j'ai changé, là, mon nouveau spectacle s'appelle Saperlipopette, c'est ça. Mais j'avais un molla, le molla Jean-Jacques d'origine antillaise. Et voilà, qui est le molla Jean-Jacques. Voilà. Nous faire juste un... Alors non, rapidement. Je me suis radicalisé de manière un peu après les attentats du 11 septembre. Et moi, mon idée, c'est vraiment, vous savez, Oussama, quel poète. Moi, je dis seulement une chose. Le problème, c'est tout est dans le falzar. Moi, j'ai reconstitué les 1000 vierges. J'ai pas proposé 1000 putes. Hein. On est vraiment, mais je motive, et je leur ai fait zouker. Mais le problème, c'est que les jeunes kamikazes du Maghreb, il est sensible. Et donc, c'est un déclencheur précoce. Et donc, en fait, j'explique à travers mon personnage. Donc, c'est un molla d'origine antillaise
qui explique hein, que l'islam antillais quand même est pas très... Non. Et pas assez fort. Trop décontracté. Trop décontracté. Il zouk. C'est ça. Et donc, pour motiver les jeunes kamikazes, bon, il leur a mis un Francky Vincent. Et donc, fouette ton zizi sur mes mamelles. Et donc, là... Et donc, les gars sont... Bon, voilà. Et ça a été interdit par la préfecture. Mais bon, je trouve que c'est regrettable. Ça, c'est interdit, ça. Ouais. Mais parce qu'ils ne veulent même pas, voilà, en fait, j'ai gardé, même si les choses se sont calmées, il y a encore des gens qui vivent sur mon nom, c'est-à-dire sur qu'il faut me faire interdire, quoi. Donc, Dieudonné, c'est pas possible, il faut... on a dû vous le dire, c'est-à-dire Dieudonné, c'est pas possible, là, c'est le diable, non, alors que bon, c'est bon, ça marchait il y a 10 ans, c'est vrai que peut-être à l'époque, j'étais énervé, mais là, c'est fini, ce temps-là. Non, et puis, enfin, et surtout, encore une fois, je veux dire, moi je reviens à ça, la liberté d'expression n'est pas divisible. Elle n'est pas à morceler les bons morceaux, les mauvais morceaux. Mais je voudrais revenir alors justement à l'art de l'humoriste. En fait, quand vous composez comme ça un sketch, enfin, mettons celui-là, je veux dire, comment ça se passe? Vous l'écrivez d'abord, oui. Vous écrivez tout. Alors l'avantage d'être un homme de scène, si vous voulez, vous l'écrivez, mais c'est pas terminé. C'est-à-dire vous commencez à le jouer, un peu, voilà, légèrement, et puis au bout de 20-30 représentations, bon bah là les choses se sont complètement figées. Mais ça prend du temps, et c'est le gros avantage qu'on a par rapport à la télévision ou le cinéma, où les choses sont figées et sont livrées au public clé en main, quoi. Là, nous, ça prend un certain temps. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus efficace. Il faut aller sur scène voir les humoristes parce que c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus puissant que ce que vous verrez au cinéma ou à la télé. C'est intéressant parce que vous insistez beaucoup là-dessus. Oui. Le spectacle live, enfin le spectacle vécu sur scène. Et justement, ce qui est intéressant, c'est quand vous avez eu effectivement, on vous a dit, bon, attendez, arrêtez de parler de ces choses horribles, c'est que vous avez pris un bus et vous êtes baladé. Oui. Ça fait combien de temps? Dieudobus, je l'ai depuis 15 ans, mon Dieudobus, plus même... À 15 ans déjà. Ben oui, en fait, j'ai tout de suite compris, si vous voulez, que la liberté, la vraie liberté, c'était le bus. C'était de pouvoir bouger. C'est-à-dire que même sur le plan des interdictions municipales, préfectorales, le fait d'être sur un bus, vous pouvez bouger. Donc, si vous êtes interdit dans une ville, vous allez dans une autre. Ah. Et bon, comme je n'étais pas interdit de territoire français, enfin pour l'instant... Donc voilà, je pouvais avec mon bus bouger un peu partout. Vous avez eu beaucoup d'interdictions municipales ou autres. Ah ouais, c'est un record mondial. Enfin, je dois être à une centaine d'arrêtés préfectoraux. Il y a eu une instruction du ministre, alors des ministres d'ailleurs, Valls, Darmanin, pour me faire interdire. Et simplement sous la pression du CRIF, qui est une association qui ne représente pas les Juifs, qu'il prétend le faire, et voilà. Mais c'était encore sur ce sujet-là, alors que moi, là, mon dernier spectacle s'appelle L'Hippopète, on ne parle pas de Juifs, pas d'Israël, rien du tout. Hein. Oui, et puis je veux dire, vous avez le droit de changer, et puis effectivement, il y a eu des choses, je sais qu'il y a eu des moments extrêmement spéciaux, et d'ailleurs, encore une fois, ça a été quelque chose de très fort, mais ce que je ne vois pas, c'est pourquoi on ne peut pas discuter, encore une fois. C'est pas vous qui avez fait les chambres à gaz. Non. Donc voilà. Et aujourd'hui, dites-moi, vous êtes revenu là-dessus ou pas du tout? Parce que vous êtes allé à Auschwitz avec Francis Lalanne. Oui. Pourquoi? Parce que au moment de cette séquence, je vais l'appeler comme ça, du pardon, qui était très sincère de ma part, il y a eu des membres de la communauté juive qui m'ont demandé d'aller avec Francis Lalanne à Auschwitz, avec une personne d'ailleurs, Jonathan, pour ensemble prier. Alors, moi, en tant que chrétien, évidemment. Et, vous êtes croyant? Moi, vous êtes laïque, vous êtes athée, je veux dire. Je suis de culture chrétienne, de père et de mère. Voilà. D'accord. Et puis, j'ai une relation, une grande inspiration à travers le Christ et sa parole. Ça m'inspire, c'est un moteur fondamental pour moi. C'est-à-dire, je pense que le chemin du pardon, la paix intérieure... En fait, plus on vieillit, plus on cherche à être en paix à l'intérieur. Et celui qui inspire le plus pour moi dans ma culture,
C'est le Christ, voilà. Et alors, pour revenir donc à Auschwitz, oui. Alors donc là, je suis allé avec mon fils, Jonathan, Francis Lalanne, mon frère Sidati, et donc on est arrivé là-bas, et donc c'était, on a visité l'endroit, voilà. Donc c'était un moment, en tout cas... Honnêtement, ça vous a fait quoi? Enfin, je veux dire, quand je dis ça vous avait quoi, c'était un moment d'émotion, c'était un moment... Voilà, il fallait que j'aille là. Alors, très franchement, non, c'est sûr que c'est un endroit hostile, extrêmement hostile. Après, si vous voulez, on peut pas hiérarchiser l'hostilité. C'est-à-dire, moi, en tant que descendant d'esclaves, je pense au cal des bateaux. Je pense à tout ça. Et on ne fait pas une hiérarchie. Non. On décale des bateaux et... Non, mais ça me renvoie à ce genre d'image. C'est ça, je comprends. Oui, ça me renvoie à ça. Et je me dis, voilà, il faut vivre, quoi. Et puis il faut pardonner. Le devoir de mémoire, je crois qu'il génère aussi beaucoup de haine. Oui, c'est-à-dire que c'est très difficile de dépasser des gens dont la famille ou les ancêtres, que ce soit pour les Noirs, que ce soit pour les Juifs ou pour d'autres. On le voit, aujourd'hui, il y a encore des peuples persécutés. Regardez les Ouïghours du Xinjiang en Chine, etc. etc. Mais cultiver, parce que c'est vrai que dans ce moment-là, dans cet endroit-là, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir une envie de vengeance. Ouais. Et ça, je pense que c'est dangereux. Oui, mais c'est partout pareil. Est-ce qu'il faut cultiver à ce point la souffrance? Non, je crois justement que, mais ça, on peut pas parler, c'est-à-dire que, pour moi, quelque part, pour moi et pour d'autres, Israël a changé la donne. Alors, pour certains, pour le meilleur, d'autres, pour le pire. C'est pas de problème, mais si vous voulez, à partir du moment, mais je crois que le problème est aussi là. Et vous le savez, très bien, si on parle de l'Afrique, à un moment donné, on nie aux gens le droit d'exister. À un moment donné, regardez par exemple, pour parler des Kurdes. Moi, j'estime, enfin, je ne suis pas le seul que les Kurdes ont droit à une nation. C'est une culture, c'est une civilisation. Ils sont en 4 pays. Sauf que comme ils n'ont pas les représentants qu'il faut et qu'ils ne sont pas armés comme il faut, ben, personne ne s'occupe d'eux. Et on les laisse se faire massacrer tranquillement, encore aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est vraiment une question de rapport de force. Hélas, et vous le savez, qui joue. Mais ça nous éloigne effectivement de l'humour. Et je voudrais quand même, parce que justement, vous n'avez pas hésité, et c'est ça qui est intéressant chez vous, Dieudonné, c'est que vous parlez des sujets qui vraiment, et aujourd'hui encore c'est fort, le cancer. Vous n'avez pas hésité à faire un sketch remarquable d'ailleurs, je veux dire, sur le cancer. On peut se dire, mais comment on va pas rigoler du cancer si on peut écouter. Donc là, tu te retrouves avec tes résultats, mais si tu n'as pas fait chinois première langue, attention. Cosinus, sinus, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment cotangente sur l'infini, c'est écrit en grec. Bon, là, tu te dis, je vais aller voir mon médecin traitant. Alors là, mais il faut encore attendre 2 jours. Donc, imagine la pression, le suspense. Donc, tu arrives chez lui. Ah, docteur, voilà. Excusez-moi, parce que là, alors. Alors l'autre il prend tes résultats, mais l'autre c'est un joueur de poker, attention. Ça va. Et il y a marqué cancer à toutes les lignes, on est d'accord. Ça clignote en rouge, c'est le plan de Las Vegas qu'il a sous les yeux. Et l'autre il connaît toute ta famille, il va pas te dire que tu vas crever dans 6 mois, toi. Puis il n'y connaît rien dans cette maladie, il ne veut pas passer pour un incompétent. En même temps, il est payé 22,80 €. Faut qu'il lâche une info. Toujours au conditionnel. Sous réserve d'analyse complémentaire, vraiment de voir, on ne sait pas. Il semblerait quand même qu'il y ait la présence d'une petite tumeur cancéreuse. Le mot est lâché. C'est-à-dire que c'est le coup de tampon sur la carte de membre. Tu es agréé. Même si tu n'as pas le cancer, tu peux le développer. Et là, le médecin, si tu veux traitant, lui, il faut que tu dégages, parce que lui, c'est pas son truc, toi. Il connaît rien, il veut pas, toi. Donc là, il va passer la main à un complice, le spécialiste du cancer, spécialiste de quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais le mec, tu vas le voir, tu lui dis, on ne connaît pas le cancer. Non, d'accord.
Et donc vous êtes spécialiste de ça. Et justement, c'est intéressant parce qu'au fond, est-ce que, vous savez, c'était un très grand journaliste, notre ancêtre à tous, Albert Londres, qui disait « le journaliste met la plume dans la plaie ». Est-ce que vous, quelque part, ce n'est pas de mettre le rire dans la plaie? Oui. D'une certaine manière. J'ai été confronté indirectement par mon oncle et à l'époque ma belle-mère à cette maladie. Et c'est terrible parce que j'ai vécu toute cette période dont je parle dans ce sketch, quoi, ces moments extra, un mélange d'espoir, de traitement révolutionnaire. Et il y a une chose avec mon oncle qui est... c'est rire. On a rigolé ensemble tous les deux jusqu'au bout. Et donc, je me devais, pour lui, de traduire ces passages, ces moments qu'on a vécus ensemble, qui sont extrêmement drôles. C'est sur l'espoir, en fait, le désespoir et la mort aussi. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde où il faut, je crois, et c'est important de rire de nos souffrances. Je crois que c'est important. Parce que ça nous permet d'avancer. Et puis, il y a plein de gens qui sont venus me voir et qui m'ont remercié. Même des médecins qui ont beaucoup rigolé aussi, parce que c'est pas facile d'annoncer à des gens qui vont mourir, c'est pas facile d'annoncer aux gens qu'ils ont le cancer, c'est pas facile. Je me souviens d'un jeune garçon qui avait un cancer généralisé, Théo, et qui était venu au théâtre de la Main d'Or. Et il avait demandé à Make-A-Wish, qui est une association pour les enfants. Ah oui, faites un souhait. C'est ça. Il avait souhaité, lui, me rencontrer. Et la fée Make-A-Wish, il a dit « Ah non, on ne savait pas ». Donc la mère de ce garçon a pris contact directement avec moi, puis on s'est rencontrés. Et puis il est monté sur scène et il a fait une quenelle dans le fion de la peur. Et c'était vraiment le sens exact de ce geste. Et il est mort peu de temps après. Et j'ai été beaucoup touché par ce jeune homme, parce que c'était vraiment exactement... il avait compris le sens de mon travail et de ce geste de la quenelle qui a été détourné par Monsieur Jakubowicz pour en faire un geste, je sais pas quoi. Alors, parlons-en de la quenelle, parce que c'était... on a dit, oui, vous aviez fait, enfin, c'est encore un salut nazi inversé, etc. Non, mais, je veux dire, parlons-en, parce que ça a fait tout... Ah oui, regardez, et puis le nombre de gens qui faisaient des quenelles qu'on photographiait, regardez-les, voilà... C'était quoi la quenelle, vraiment, dans votre esprit? La quenelle, alors au départ, c'était vraiment un sketch sur les animaux, enfin, qui faisait une quenelle à l'humanité, enfin, c'était une nageoire d'ailleurs. Et puis après, c'est devenu une quenelle. C'était un geste d'émancipation essentiellement de la population afrodescendante. D'ailleurs, il y a tout un tas de sportifs. Nicolas Anelka a fait une magnifique quenelle, Teddy Riner même, plein de Yannick Noah, enfin tous ceux qui ont compris ce que c'était, c'est un geste d'émancipation des Noirs, c'était ça. Et puis c'est devenu un geste d'émancipation de tous ceux qui étaient qui voulaient plus de liberté. Des gilets jaunes et puis voilà les gilets jaunes n'ont pas tellement adopté la quenelle. Si, il y en a eu pas mal. Et puis il y en a eu qui ont fait ce geste-là devant je sais pas un mémorial, voilà. Et donc voilà, et donc là il y a des associations qui ont dit voilà, c'est un geste antisémite. Voilà, ça a commencé comme ça, alors que je n'ai jamais été condamné pour ça, moi. C'était bien de le préciser. Et aujourd'hui, alors, Dieudonné, donc vous allez avoir votre film qui va sortir. On en reparlera en décembre, c'est ça? C'est ça, 25 décembre. Et aujourd'hui, sur quoi, compte tenu, les choses étant ce qu'elles sont, comme disait un certain général, un peu partout dans le monde, on voit quand même des bouleversements assez étonnants, enfin, que ce soit en géopolitique ou ailleurs, il y a comme on dit, les plaques tectoniques se sont mis à bouger vraiment avec vitesse. De quoi vous avez envie sur quoi vous avez envie de rire et de faire rire aujourd'hui? J'espère, je pense que je suis arrivé à l'âge de la transmission maintenant. J'ai, je crois, marqué humblement de ma petite pierre l'édifice de l'humour français et avoir apporté un nouveau style, une nouvelle culture en fait, puisque c'est aussi, je suis l'un des premiers humoristes français d'origine africaine à
à donner une idée de ce que c'est le rire et l'humour et la culture. Parce qu'en France, il y a quand même beaucoup de gens qui me ressemblent. Et puis de Bretagne aussi, par ma mère, mais bon. Ben oui. Donc j'ai fait quelques sketchs aussi là-dessus. Et donc j'arrive à un moment, je suis dans la transmission. Donc voilà, l'idée c'est peut-être de faire aussi une masterclass, parce qu'on me demande beaucoup, mais on aimerait avoir des conseils de mise en scène, de sketch, comment. Donc je vais être plutôt là-dedans, puis repartir au Cameroun, aux Antilles. Un peu de la pédagogie. Voilà. Et puis une école un peu du one-man show, du rire, quoi. Comment écrire des sketchs, comment monter sur scène, la prise de parole en public, des choses comme ça. Et faire ça aux Antilles et en Afrique, là où je me sens finalement vieillir tranquillement, paisiblement. Et vous avez envie de vous installer en Afrique de façon oui. Alors ça c'est sûr, je suis déjà, parce que j'ai des responsabilités familiales. Et puis les Antilles, vous avez une partie de votre famille en Afrique, pardon. La moitié, mes frères et sœurs, tout ça. Et donc j'ai plus d'oncles et de tantes maintenant, c'est fini, mais une bonne partie de ma famille. Et donc et puis les Antilles, parce que c'est exactement mon histoire, c'est-à-dire ce sont des Afro-français, des Franco-africains, et je me sens très très bien là-bas. Oui. Ben, c'est-à-dire qu'on a exactement la même culture. Vous voulez dire, oui, les Antilles. C'est un mélange entre l'Afrique et la France. Ouais. Et c'est exactement mon histoire. Voilà, je me sens bien en Bretagne, mais j'ai ces racines africaines, je ne les ai pas. Je les ai vraiment. Le menhir a besoin du griot. Oui, c'est ça. Bon, il y a un point commun, c'est la forêt. Je suis là-bas de la forêt donc des Koudendi, et puis ma mère est de la forêt de Brocéliande. Vous savez, c'est ces petits contes et légendes. C'est une autre façon de vivre à l'intérieur de la forêt. Voilà. Et continuer à monter sur scène quand même. Oui. Alors là, je vais monter sur scène encore pendant un certain temps. Peut-être une salle à Paris pendant quelques mois. Là, ça risque de se faire. Et puis ensuite, doucement transmettre et puis me retirer comme un éléphant, si vous voulez, arriver à un certain... Il a l'heure, et puis il sait qu'il faut qu'il rentre. Enfin, vous n'êtes pas encore au cimetière des éléphants, hein. Pas encore, mais j'ai tellement de choses à faire là-bas qu'il va me manquer du temps, donc il faut pas que je tarde à y aller, quoi. Bah écoutez, on ira vous voir au Cameroun. Ah, vous serez les bienvenus. Ouais. Vous serez les bienvenus. Avec plaisir.